Voilà. Donc bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais dire que pour moi, c'est un très très grand, c'est une très très grande émotion d'être là ce soir, parce que revenir dans ce Beth Midrash, c'est revenir un peu dans mon enfance, c'est bien plus. Je me rappelle encore des années en 1995-94, où le Rav avait encore son Beth Midrash à l'époque au Kollel. Et on venait d'Aix-en-Provence et on venait tous les dimanches étudier Gemara avec le Rav dans la maison qui se trouvait derrière le Kollel. Il y a encore un zécher de cette maison là-bas. Et c'est vrai que des fois quand je la... Hein? C'était pas en 90. Pour 90. Exactement, 90, puisque 92, on était déjà arrivé à Marseille. Donc 90, 89. Et même ici, ce Beth Midrash, combien est-ce qu'on a appris, combien est-ce qu'on s'est élevé, Baruch Hashem, et que par ce mérite, on souhaite au Rav Briut Etana, Bedrat Hashem, une bonne santé, et que cet endroit il puisse toujours grandir et être synonyme de simcha, de joie, et de hitalout, et de s'élever, Bedrat Hashem. Alors, et je voulais bien sûr remercier Anthony, donc qui a eu cette idée de m'amener ici ce soir, Kol HaKavod, et tu m'as permis, comme j'ai dit, de revenir un petit peu aux sources, là où Baruch Hashem tout a commencé. Alors j'aimerais, avant de débuter ce shiur, dire tout d'abord qu'il est pour la Refoua Shelema de Naomi Bat Jamila et de tous les malades, Betor Sha'ach Olei Amo Israël. Je me rappelle qu'en 2008-2009, on était dans un kollel à Yerushalayim, et le but de ce kollel, eh bien, c'était de partager avec des lycéens qui étaient sur place dans un lycée qui s'appelle Kriyat Noar, de partager 1 heure par jour de l'étude avec eux. On avait notre kollel là-bas, et en tant qu'avrérim, on se devait de faire ce qu'on appelle du kirouv, 1 heure par jour, avec des élèves. Chaque fois, on nous attribuait des élèves. Et je me rappelle qu'une fois, un élève, il est venu me voir, et il s'est assis à côté de moi, et il m'a dit, écoute-moi bien, moi, de toute façon, les religieux, je les déteste. Anissoné datim. J'ai dit, écoute, de toute façon, on n'a pas le choix que d'être assis l'un à côté de l'autre. Lui répondre frontalement, je l'aurais perdu. J'ai dit, écoute, assis-toi ici déjà, fais ce que tu as à faire, et puis après, on va voir ce qu'on va faire. Et puis on s'assoit, et puis il y a un long vide comme ça, un long blanc. Et puis après, il me dit, sauf un. Je lui dis, quoi, sauf un? Il m'a dit, il y a un Haredi que j'aime beaucoup. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il m'a dit, tel et tel Rav. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a de spécial pour que lui, tu l'aimes plus que nous, tu nous haïsses? Il a dit, parce que quand je lui parle, il sait m'écouter. Et ce message-là, à l'époque, il m'avait beaucoup frappé. Et je voulais vous dire que ce soir, je ne vais pas dire des grands Chidushim, mais ce que je vais dire, je le tiens au nom du Rav Yirmiyahu Abrahamov, qui est un très grand méchaner en Eretz Israël, lui et son épouse. Et ce qu'il avait dit là, ça m'a rappelé un petit peu ce que dit le Rav Abrahamov. Le Rav Abrahamov, il dit que le principal facteur aujourd'hui de l'épanouissement d'un enfant, c'est l'image qu'on lui donne et l'écoute qu'on lui cède. Un enfant, il va toute sa vie savoir chercher qui il est. Et les seules personnes qui vont être capables finalement de lui donner la possibilité de reconnaître qui il est, eh bien ce sont ses parents. La réussite des enfants, et voire même malheureusement l'échec des enfants, il va dépendre de l'image que les parents y véhiculent à l'enfant de lui-même. Et on va essayer de développer ça. Parce que très souvent, je me rappelle que à l'époque, j'avais participé à une série de cours du Rav Yechiel Yaakovson. Il a dit, le premier principe que je veux vous enseigner ce soir, c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur de croire que le chinour qu'on va avoir de nos enfants, ça se passe à l'école. À l'école, c'est que 10% de l'éducation. La vraie éducation qui va se faire, c'est comment est-ce que dans notre 100 mètres carrés ou notre 90 mètres carrés, on se comporte avec nos enfants et devant nos enfants. Alors nous, on avait posé la question, mais on a dit, je ne comprends pas. Si on fait le bilan du temps qu'un enfant il est avec ses parents et le bilan du temps qu'il est à l'extérieur, dans les écoles, dans les yeshivot, dans les séminaires, bien évidemment qu'il est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et là, il avait dit un grand chidouche. Il avait dit qu'en fait, alors je ne sais pas si c'est lui, parce que ce serait peut-être dire des choses au nom de ceux qui ne l'ont pas dit, mais
En tout cas, lui, le premier message que je vous avais dit, c'est certain. Il a dit, ceux qui croient que l'éducation, elle se fait à l'école, dans les yeshivot, au collège, etc., c'est une erreur. C'est ce qui se passe à la maison qui va transcender l'enfant, hen les tov, ven les rats, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. Alors moi, je me rappelle que j'avais posé une question à un autre mechaner. C'est cette question que je vous ai posée maintenant. Au bout du compte, le temps avec lequel on passe nos enfants, il est beaucoup plus minime, finalement, que le temps qu'un enfant il est à l'école, à la yeshiva, etc., etc. Eh bien, le grand Fridouche qui m'avait dit, ce mechaner, je ne suis pas sûr que ce soit Jacobson, c'est pour ça que je vais le laisser comme ça. En tout cas, ce qu'il avait dit, c'était très intéressant. Il avait dit qu'en fait, un enfant, il fait abstraction de tout ce qu'il voit à l'extérieur. Il se met, comme on dirait un peu, en pause. Et où est-ce qu'il est influencé, où est-ce qu'il crée sa ishiout, sa personnalité? C'est à la maison, à travers ses parents, à travers son père et à travers sa mère. C'est là où il va créer sa ishiout. L'école, elle peut aider nos enfants, ça c'est vrai, mais leur réussite, et des fois malheureusement aussi leur échec, elle dépend des parents. De la façon dont on va les encourager, de la façon dont on va les apprécier, de la façon dont on va s'investir. C'est ça qui va créer finalement la ishiout. Je veux dire, aujourd'hui, nous les professeurs, avec la petite expérience de 10 ou 15 ans que j'ai maintenant, on le sait très bien, les enfants qui réussissent, ce n'est pas les enfants les plus intelligents, ce n'est pas les enfants les plus beaux, ce n'est pas les enfants des très grandes familles, c'est les enfants qui vivent à l'intérieur d'une maison où les parents sont là pour les enfants et surtout donnent un équilibre à la maison pour ces enfants-là. Et très souvent, quand on rencontre des familles où on a des problèmes dans la famille, ben les enfants, ils n'arrivent pas à suivre. Ils peuvent avoir une tête exceptionnelle, mais si à l'intérieur de la maison, il n'y a pas cet équilibre, il n'y a pas cet apport-là, ben les enfants, ils ne suivent pas. Les enfants des parents qui, nuit et jour, eux, bien au contraire, sont là et sont occupés, en forme ou épuisés, parce que des fois, il y a tellement de ta'anot de dire ce soir, bon ben, j'ai pas le temps de m'en occuper, eh bien, ces enfants-là, qui ont des parents qui donnent cet investissement, ils ont toutes leurs chances de pouvoir se développer. Et c'est comme ça qu'un enfant, il va trouver ses repères, à Botaï. C'est comme ça qu'un enfant, il va se développer, parce que, comme le dit le Rav Wolbe, à la base, toutes les neshamot, elles sont faites pour s'épanouir. Seulement après, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute une écorce et tout un noyau qui se forme autour et qui va créer la ishiout de l'enfant. Le psychisme, le corps, le vécu, les réalités, les fréquentations, tout ça, ça vient se mettre. L'enfance qu'on a eue, c'est ça qui va créer finalement, autour de l'enfant, sa réussite ou, Chas Shalom, son échec. Et contrairement, d'ailleurs, on a fait un shiur Shabbat qui, je pense, est directement lié à ça, où on voit que quand Esav il est né, c'est écrit « Vaïkreu Oto » et ils l'ont appelé Esav. Comme s'il y avait plusieurs personnes qui l'avaient appelé Esav. Alors que quand Yaakov est né, qu'est-ce que c'est écrit? Vaïkra Shemo Yaakov. Et il a appelé son nom Yaakov. C'est quoi la différence? Alors j'ai entendu du Rav Yosef Ben Porat qu'en fait il y a une grande différence, et tout le monde le sait, mais on l'oublie souvent, entre les humains et les animaux. Il y a des animaux, on voit par exemple un poussin, dès le premier jour, il sait marcher, il sait s'alimenter, il sait tout faire. Hein, un chat, n'importe quel animal. On s'est rendu compte, il y a une expérience qui est intéressante qui a été faite au niveau des oiseaux. On a pris des oiseaux qu'on appelle les oiseaux migrateurs. Et on a pris un bébé de ces oiseaux-là, on l'a mis de côté. Et on a laissé partir les oiseaux en migration, pendant quelques semaines. Et après, on a pris cet oiseau-là et on l'a laissé voler tout seul. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Que cet oiseau qui a voyagé tout seul, il s'est arrêté aux mêmes endroits où tous les autres animaux s'étaient arrêtés. Il a dormi où tout le monde avait dormi. Et finalement, il a rejoint le groupe. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, c'est ce que la Gemara va dire d'ailleurs, Shor ben Yomo, Karou Shor. Un taureau, dès son premier jour, il est déjà appelé taureau, parce qu'il sait se débrouiller tout seul. Il n'a finalement aucune dépendance, il sait ce qu'il doit manger, alors que l'homme, à l'âge où l'animal, il est déjà peut-être arrière-grand-père, eh bien cet homme-là, à 5 ans, il commence à marcher. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Alors les Chachamim, ils expliquent en fait, Akadosh Baruch Hu, il a créé ça pour qu'en fait l'enfant, il soit complètement dépendant de ses parents. Et que justement cette dépendance,
elle va apprendre à l'enfant à apprendre de ses parents. Parce que si, finalement, l'enfant, dès son plus jeune âge, il avait été indépendant, à 1 an et demi, il aurait dit papa et maman, au mieux, je m'en vais à la yeshiva, ça y est. Je vais à 1 an et demi, il part de la maison, il fait ses valises, il part. Non, pas du tout. Ça va prendre des années. Pour un garçon jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, pour une fille jusqu'à l'âge de la bat mitzvah. Toutes ces années, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont permettre à l'enfant d'apprendre à devenir un adulte à travers ses parents. Et où ses parents? Eh bien, comme on a dit, ils vont lui donner tous les moyens et on va voir tous les repères pour pouvoir réussir, ou finalement, ils vont le laisser se débrouiller seul pour répondre à la question. Esav, c'était ça. Esav, c'était Ish Sadeh. C'était un homme des champs, il n'avait pas besoin de repères. Il n'était pas prêt à accepter finalement l'éducation que ses parents ils voulaient lui donner. Et c'est pour ça que Vaïkréu Oto Esav, tout le monde l'appelait Esav. Comment un enfant à son âge, on dit le jour où il a fait Vayavo Esav Veu Ayef, quel âge il avait, le Midrash dit si je ne me trompe pas, il avait 17 ans. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait les 3 avérotes capitales, à l'âge de 17 ans déjà. Parce que lui justement, il n'avait pas besoin de ses parents. Alors que Yaakov, c'est exactement l'inverse. Yaakov, c'est l'abnégation totale. D'ailleurs, comment il s'appelle? Yaakov, c'est quoi? C'est Akev, c'est le talon. Le talon, c'est la partie la plus inférieure, là où on marche dessus. Là où quand on met une aiguille, c'est tellement corné, des fois il faut aller même chez le podologue, ça fait pas mal. Parce que il est Yaakov, il est insensible. Et on sait toutes les épreuves qu'il a eu Yaakov dans sa vie. Et il est toujours resté avec cette abnégation. Et surtout avec l'envie d'avancer. C'est ça, Vaïkra, Shemo Yaakov. Qui c'est Vaïkra? Et tu le rappelles, c'est Benporat, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a vu en lui ce potentiel de pouvoir apprendre dès son jeune âge de ses parents. Et donc, finalement, ses parents, jour après jour, ils lui ont appris à devenir ce qu'il est devenu. Et on sait toutes les épreuves, comme j'étais en train de dire, que Yaakov, il a passé dans sa vie. Il doit fuir Lavan, il doit fuir Esav, on l'arnaque à chaque fois qu'il veut se marier avec la femme avec qui il veut se marier, on lui prend sa fille, après on lui prend son fils. Et pourtant, c'est écrit Vayavo Yaakov Shechem, Ir Shechem Shalem. Yaakov, il est resté Shalem. Parce que justement, il a été prêt tout au long de sa vie à apprendre de ceux chez qui il avait été quelque part éduqué, c'est-à-dire ses parents, voire même son grand-père, Abraham, parce qu'on sait qu'il était très proche d'Abraham. Et donc, pour revenir à ce qu'on est en train de dire ici, Rabotaï, on peut donc déduire que si on a donné l'enfance correcte que les enfants ils avaient besoin, on a déjà construit notre enfant à 60%. Après, vous allez me dire, c'est vrai, mais attendez, des fois on ne s'attend pas, mais il tombe sur des fréquentations qu'il ne faudrait pas qu'il tombe. Des fois, on ne s'attend pas, mais ils n'ont pas pris le chemin qu'il fallait qu'ils prennent. Ça, vous savez, après, et on va le voir, c'est que même si on n'est pas arrivé à avoir cette entente avec les enfants. Moi, une fois, mon rabbin m'avait dit, si il y a l'amour entre le père et le fils, ce qu'on appelle cette proximité entre le père et le fils, même si le fils il est parti de l'autre côté de la mer, un jour ou l'autre, il reviendra. Parce qu'il y a un amour entre le père et le fils. Cet amour entre le père et le fils, il va faire que même si des fois, c'est parti dans des choses très très graves, mais parce qu'il tient à son père, un jour ou l'autre, il va revenir. Et aujourd'hui, on le voit à Botaï. Aujourd'hui, les personnes qui ont dérivé et qui des fois ont pris les chemins les plus obscurs, quand on se renseigne sur leur enfance, qu'est-ce qu'on voit? Ça a été une catastrophe. Qu'ils n'ont pas eu cet équilibre, qu'ils n'ont pas eu ces repères-là. Alors, c'est quoi les repères? C'est bien beau de dire il faut donner. Qu'est-ce qu'il faut donner? La première chose qu'il faut donner, il dira le Rav Abrahamov, il faut être capable d'aimer ses enfants. Ça paraît pas shoot. Mais évidemment que j'aime mes enfants. Oui, mais comment ça se traduit? Le Rav Zilberstein, dans les Chaner Bessimcha, il dit, si tu aimes ton enfant, tu dois être capable de lui faire autant de compliments que tu lui fais de reproches. Et c'est vrai qu'on est très critique vis-à-vis de nos enfants. Est-ce que tu as fait des tchatadaïm? Est-ce que tu as mis ton taïté tufin? Est-ce que tu as fait tfila beminyan? Est-ce que tu as fait la bracha avant de manger? Est-ce que tu veux? Viens mincha, viens shacharit. Et combien de fois dans la journée tu lui as parlé de la même manière pour lui dire que tu l'aimais, qu'il était extraordinaire, que sa façon de réfléchir était exceptionnelle, que son envie d'avancer était allouée, que la Mishnah qu'il a connue par cœur c'était bien. Mets-toi dans ta tête et fais le bilan à te demander combien de fois tu complimentes ton enfant autant que tu es prêt à lui faire des réflexions. Ça, c'est ça ce qu'il a dit Rav Zilberstein.
Aimer son enfant, c'est lui donner autant de compliments que je lui donne de réflexion. Or, il dit le Rav, on sait tous très bien que c'est beaucoup plus simple d'être critique que de dire à son enfant qu'on l'aime. C'est ça tout le challenge. C'est ça finalement tout l'enjeu. Plus un enfant il va être convaincu à Botaï que ses parents il l'aiment, puis il sera prêt à braver les plus hauts sommets. Et surtout, il aura envie de ressembler à ses enfants. Pour qu'un enfant il soit capable de prendre le chemin que tu as envie qu'il prenne, il faut qu'il t'aime. Comment il va t'aimer? Ben, c'est toi qui vas lui montrer cet amour-là. Et d'ailleurs, on dit, et on en parlera tout à l'heure, que l'exemple, Rabotaï, c'est la meilleure façon d'éduquer un enfant. Tu peux répéter à un enfant 20 fois la même chose, il ne va pas le faire. Mais il suffit qu'un soir, il s'est levé à 23h30, il t'a vu sur ton stander au lieu d'être sur ton portable en train d'étudier, ça va lui rester à vie. Et un jour ou l'autre, toi, tu auras pu lui répéter 20 fois, va étudier, ne me sois pas, mais va-t-elle ton zman, ça aura servi à rien. Il dit, classe mipo, veyotse mipo. Mais il t'a vu un soir, parce qu'il s'est levé pour aller aux toilettes à 23h30 devant ta Gemara, en train de lorgner, ça va lui rester à vie. Cette image-là, mais on en parlera tout à l'heure. Et quelque part, qu'est-ce qui va donner à l'envie à l'enfant de quitter son enfance? C'est l'assurance que les parents lui auront donnée. Et moins tu vas donner d'assurance à ton enfant, et moins tu vas l'encourager, et plus l'enfant il aura du mal à grandir. On a des enfants qui des fois sont grands de taille, Blainara, ils te dépassent presque de double tête, mais ils n'ont aucune ambition. Pourquoi? Parce qu'on les a écrasés, parce qu'on ne leur a pas dit assez qu'on les aimait, parce qu'on était là toujours en train de, au lieu de faire comme on a dit de la merma, du compliment, on était en train de faire la bicorette, la bicorette, la bicorette. L'enfant, qu'est-ce qui lui retentit dans sa tête des années plus tard? C'est pas l'amour que tu lui as donné, c'est les réflexions que tu lui as faites. Et donc finalement, il ne se sent pas capable, parce qu'automatiquement dans sa tête, reviennent encore ces messages négatifs. Et on a commencé à en parler il y a quelques secondes, Rabotaï, l'exemple. L'exemple, Rabotaï, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas l'école qui va éduquer. Et tu vois, moi j'entends, parce que moi je suis dans la profession depuis de nombreuses années, les gens ils disent, je comprends pas, j'ai mis mon fils au collège, et je m'attendais, mais tu t'attendais à quoi? L'école, elle va lui amener les bases, mais le savoir-vivre, le derech eretz, tout ce qu'on va citer dans quelques instants, ça, c'est toi qui vas lui apporter le comportement qu'un enfant il aura, jusqu'à qu'il rentre sous la choupa, il va se calquer de ce que les parents lui ont montré. Et l'image que nous-mêmes on a, c'est ça qui nous énerve des fois. Des fois, on voit nos enfants et on se rend compte qu'ils ont les mêmes défauts que nous. Ça nous sort de... Comment? Mais comment? Et on crie encore plus sur eux, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire, les massés? On est en train de se crier sur nous-mêmes. On est en train de se rendre compte qu'en plus, ils te ressemblent en général, et donc finalement, tu es en train de te revoir toi-même avec tes défauts. Voilà, c'est ça. Et soyons nous-mêmes honnêtes. Combien de fois, quand on était enfant, on se moquait de nous, que Dieu nous pardonne, mais papa, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et aujourd'hui, sans s'en rendre compte inconsciemment, on se dit, mais c'est marrant, je fais comme mon père. Tiens, c'est marrant, mais je fais comme ma maman. À chaque fois, je lui disais, mais pourquoi? Et moi, automatiquement, je refais la même chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, un enfant, c'est une photocopie. Que tu le veuilles ou non, un enfant, il n'est pas dupe. Lui, il ne va pas essayer de ressembler à ce que tu vas lui demander. Il va ressembler à ce que tu lui as montré. Donc, le yesod du chinou rabotaï, si on peut dire ainsi, c'est pas ce que je vais rabâcher à mon fils toute la journée. C'est l'exemple que je vais donner à mes enfants toute la journée. Je veux que mes enfants, ils aient un langage propre. On commence par la base. Et comment toi tu t'exprimes quand quelqu'un sur la route il t'a fait une queue de poisson, ou quand quelqu'un il t'a perdu tes outils le jour de Sukkot? Comment tu as réagi? Alors ça tu as beau dire à ton fils qu'il faut être mitnaeg bederech eretz, qu'il faut bien se comporter, mais lui il se rappelle des scènes que tu lui as montrées le Shabbat, quand tout d'un coup le verre de kidouche il s'est renversé sur ta chemise. Si tu es resté tranquille, qu'il n'y a eu aucun casse, qu'il n'y a rien eu, eh bien lui aussi il va apprendre que dans des situations qui des fois sont difficiles émotionnellement à gérer, il a vu que son père il s'est jamais énervé, il ne s'énervera pas jamais. Mais si toi tu dis toute la journée à ton fils, arrête de crier, tu es en train toi-même de crier. Comment veux-tu que lui, il sache finalement avoir un langage très très serein, quand toi-même de ton côté, la seule façon que tu as de t'exprimer, c'est en hurlant. Donc finalement, comme il dit ici le Rav Abrahamov, c'est toi qui vas lui montrer comment être. C'est toi qui vas lui montrer comment tu fais ton Birkat Hamazon. Tu ne peux pas prendre un sidour
Eh, mais toi, comment tu fais ton Birkat Amazon? Il est assis en face de toi aussi. Et donc, de la façon dont toi-même tu vas prier, tu es en train de montrer à tes enfants comment eux-mêmes, mais tu ne peux pas aller étudier. Tu as dit, va étudier mon fils, c'est les vacances, va étudier. Comment toi, tu es pendant les vacances? Donc, on comprend petit à petit, Rabotaï. C'est comme une maman, une fois, elle est venue voir un Rav, elle a dit, Rav, voilà, j'ai un petit enfant, j'aimerais savoir à partir de quel âge je dois commencer à me préparer pour le Chinour. Il lui a dit, madame, vous avez 22 ans de retard. Parce que finalement, d'abord, il fallait que vous-même vous vous éduquiez, pour qu'après, quand ce soit inné en vous, et que ce ne soit pas une exigence que je vais exiger à mes enfants, mais qui moi-même, je ne suis pas en accord avec ça, ou je ne suis pas encore Metsuyan là-dedans. Ce qui a été dit que d'abord je dois me remettre en question moi-même avant de vouloir exiger aux autres de se remettre en question, ça a été dit sur le Chinour en premier, Vadaï. Et c'est ça qui nous dit le Rav Avramov. Et un deuxième point aussi, un autre repère, c'est est-ce qu'on est conscient de la responsabilité qu'on a? Regardez, on arrive à concevoir qu'un docteur, il faut qu'il fasse 10-15 ans d'études avant qu'on soit prêt à rentrer dans son cabinet et quand on a un enfant, on croit que c'est inné, qu'on va pouvoir s'en sortir naturellement. C'est pas inné, Rabotaï. Si on n'a pas compris le fonctionnement exact d'un enfant, eh bien, il suffirait peut-être qu'à travers une seule parole, j'ai blessé mon fils à vie. Il y a des professeurs qui ont blessé des enfants sans s'en rendre compte à vie. Sans rentrer dans les détails où, comment et comment. Moi, j'ai vu un enfant dans une autre ville qui a vraiment quitté toute la Torah entière. Et je me suis dit, quand même, c'est bizarre qu'un enfant, quand même, d'une famille aussi charédite, il soit devenu ce qu'il soit devenu. Et un jour, dans la discussion avec ses parents, il m'a dit, vous savez, c'est pas tellement de sa faute. J'ai dit, bien sûr que c'est pas de sa faute. C'est ou de la vôtre, vous avez fait une bêtise, ou bien des professeurs qui l'ont eu entre les mains. Ils m'ont dit, vous avez vu juste. Il y a un professeur qui s'est permis un jour de lui dire, je prie tous les matins pour ne pas avoir un fils comme toi. Voilà. Et ça, le petit, qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête? C'est peut-être pas ses parents, mais c'est une parole qui est gravée en la personne et en l'enfant qui ne va jamais disparaître. Donc finalement, ça, c'est un professeur qui a fait une erreur. Mais nous, combien de fois on fait ces erreurs à Botaï? Je m'inclus là-dedans. Combien de fois on parle à nos enfants et ils viennent chercher de l'aide? Ils viennent chercher la confidence. On va en parler dans quelques instants. Mais malheureusement, ils ont les portes qui sont fermées. Ils ont malheureusement pas eu l'occasion de pouvoir être écoutés. Ou alors, tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, les défauts et le mauvais exemple, ils cheminent à travers les générations. Et tu as beau répéter à ton enfant de ne pas être comme tu n'as pas envie qu'il soit par rapport à toi-même, mais ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais parce que l'enfant ne va pas être réceptif si lui-même il a des parents qui ne sont pas dans le même chemin. Et ça, Rabotaï, ça doit nous faire réfléchir excessivement. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va comprendre que si on attend de nos enfants un certain standing, un certain niveau, il faut que nous, on soit irréprochables à ce niveau-là. Et si nous, on est réprochable à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre de dire ça à nos enfants. Parce que même si le petit ne va pas te le dire, ou la petite, elle ne va pas te le dire, mais inconsciemment, qu'est-ce qu'elle se dit? Maman, elle me demande, elle me dit, bon, tiens, une fille, tu fais une fila par jour. Mais je ne la vois jamais ouvrir un sidour. J'exagère, bien évidemment. Mais je veux dire qu'il faut qu'on soit conscient de ça, Rabotaï. On ne peut pas demander à nos enfants des choses. On veut que notre fils soit un grand matmid. Toi, tu arrives Shabbat, 1 heure avant Mincha, et tu ouvres un Sefer. Vadaï, c'est pas vous. Vous, Baruch Hashem, vous êtes des Talmidei Chachamim. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Quelle image on véhicule à nos enfants par rapport à nos exigences? Et un enfant qui, son seul exemple, c'est ou les cris ou les coups. Moi, je dis toujours, celui qui arrive au coup, d'abord, c'est traumatisant. Mais en plus de ça, ça veut dire qu'il a déjà abattu toutes les autres cartes. Les coups ou les cris, ça doit être vraiment l'ultime, comment dirais-je, l'ultime recours. Et même ça, ça ne devrait pas être. Pourquoi lever la main sur un enfant? Pourquoi avoir besoin d'exprimer à un enfant notre message par un coup ou par un cri? C'est qu'on n'est pas capable de l'expliquer posément. Oui, mais tu vas me dire, mais je l'ai répété 20 fois. Peut-être. Peut-être que tu l'as répété 20 fois, mais tu l'as tellement mal dit que l'enfant, il t'a jamais écouté. Il a vu un lion, comme ça, s'exciter, mais il n'a pas vu un parent qui l'aimait et qui cherchait son intérêt. Et la question, elle est, on peut se demander, alors attendez, je ne comprends pas, c'est-à-dire que si
si je n'ai pas fait tout ce que vous dites maintenant et que je suis après cela, est-ce que la relation, elle peut s'arranger? Est-ce que je peux espérer un jour ou l'autre arranger cette relation, changer le yachas? La réponse, c'est qu'on peut le faire, mais ça va être très difficile. D'abord, il faut qu'on fasse sentir à notre enfant que la priorité que j'ai dans ma vie, c'est lui. La priorité que j'ai dans ma vie, c'est lui. Ni mon boulot, ni mes soucis, ni mon limoud. Je vais prendre du temps avec toi. J'ai une ravota ce soir. Tu as besoin qu'on parle ensemble. On va s'asseoir et on va parler ensemble. Et ça, alors au début, ça va peut-être pas marcher parce qu'il va dire, ouais, mais tu fais semblant. Je sais très bien qu'après, tu vas partir et tu vas me laisser. Non, non, non. Ce soir, on va s'asseoir ensemble et on va. Et des fois, on n'ose pas parce qu'on se dit, mais vis-à-vis des autres enfants. Mais il y a des enfants qui ont besoin d'attention plus que d'autres. Comme il disait une fois le Rav Simcha Cohen, il disait, un nouveau-né, il naît dans la famille. Alors toi, tu te dis, mais c'est qui a le plus besoin d'attention maintenant? C'est le bébé, parce qu'il faut échanger les couches. Non, c'est pas lui. C'est le petit qui est juste derrière. Et qui maintenant se voit un petit peu prendre la place et qui a besoin de cette attention. Et donc, si moi j'ai été chacham, je sais l'aimer, mais même dans l'exagération, il ne faut pas avoir peur d'aimer à outrance. Ça ne fera pas de mal. Au pire des cas, ça va aider l'enfant. Il y a des gens qui disent, ouais, mais tu comprends, après, il va être trop cajolé et tout ça, c'est pas vrai. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que si dans la petite enfance, je n'ai pas été prêt à écouter les petites confidences, quand mon fils ou ma fille sont venus me voir, ils m'ont dit, tu sais, Hogan, il y a mon copain, il m'a pris mon gâteau et il m'a déchiré ma feuille. Et... Oui, d'accord, allez, c'est pas grave, mon chéri, hein, c'est pas grave. Non, tu vas t'asseoir, tu vas écouter ces petits problèmes pour que plus tard, si tu as été capable finalement de créer le contact dans la petite enfance, plus tard les grands problèmes, les problèmes d'adultes, parce qu'on dit toujours petit souci, mais grand souci, les problèmes d'adultes, après il sera capable, si tu as créé ce kécher, c'est ça qu'il a dit le Rav, le kécher père-fils, il peut faire tenir l'enfant, même si Raël Shalom il est parti là où il ne fallait pas qu'il parte, un jour ou l'autre il va revenir, parce que ce kécher, si j'ai su le construire et ne pas le lâcher, eh bien cet enfant-là, il aura senti que dans son enfance, j'étais sa principale priorité, eh bien plus tard, il sera capable de se confier à l'âge adulte. Et dès qu'il aura besoin d'aller se confier, parce que des fois, qu'est-ce qu'ils disent les parents? Je ne comprends pas, mon fils, il parle jamais avec moi, j'ai besoin de savoir comment c'est à la yeshiva, il n'est pas expressif, il n'est pas... Oui, mais ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Si aujourd'hui, quand il est à la yeshiva, il ne te parle plus, peut-être que quand il était petit, qu'il te demandait de réviser Perek, Aleph, Mishnah, Guimet, c'est bon, écoute, j'ai pas le temps, peut-être Shabbat, après Shabbat, c'est manger la daf, c'est fatigué, tu te lèves difficilement pour aller au chiour, écoute, tu verras ça avec ta mère. Donc, à quoi il s'est habitué? Toi-même, tu es habitué à ton enfant à lui dire finalement, j'ai pas le temps pour toi. Donc, quand il sera grand, il gardera le même message. Papa ou maman n'a pas le temps pour moi. Et le Rav, il donne un exemple. Il dit, par exemple, les enfants, ils sont rentrés. D'accord? Toi, tu as travaillé toute la journée, tu as un chiour qui commence dans 1 heure. Et ton fils dit, papa, écoute, ce soir, j'ai besoin de réviser, j'ai un mifran, il faut qu'on révise ensemble. Ah, écoute, je dois partir étudier. Le limoud, c'est écrit que c'est Talmud Torah Keneget Kulam. Dessus, il y a toutes les phrases qui sortent. Les modes Serharbe, Kenouché Serharbe. Je vais étudier pour ta réussite. Et c'est pas de ça qu'il a besoin. Le petit, à ce moment-là, il avait besoin que son père, il s'assied à côté de lui et qu'il donne un peu de son temps pour lui. Et ça, Rabotaï, on doit le montrer jour après jour. C'est comme quand les vacances, elles arrivent. Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Dans toutes les vacances, c'est pas possible. Tu vas créer tout un programme. Tu vas créer un programme pour tes enfants, pour les vacances. Et ils vont voir que ta principale préoccupation, eh bien, c'est eux et personne d'autre. Et à ce moment-là, si quand ils étaient petits, c'est devenu tes confidents, mais plus tard, ils resteront tes confidents. Ils partageront avec toi. Ils sauront te dire leurs difficultés qu'ils ont à la yeshiva ou au séminaire. Parce que de plus petit, j'ai créé ça. Et c'est ça qu'on dit, Chanor lanahar alpidarko, sache éduquer son enfant selon ce qu'il a besoin, gam ki yaskin, lo yasur mimena. Quand il va grandir, il ne se détachera pas de la Torah, parce que tu lui as tellement fait aimer ça, tu lui as tellement montré qu'à travers la Torah, on pouvait encore plus s'aimer, on pouvait encore plus partager, que plus tard, sa passion, ce sera la Torah. Mais si la Torah que tu lui as montrée, c'est une Torah qui est triste, c'est une Torah qui on l'a fait, mais on n'a pas le temps, alors on se dépêche, et on est toujours, encore j'aurais pas le... Non, il faut que tu montres à ton enfant que la Torah, c'est une Torah de joie, à Botaï.
Si la Torah que je montre à mes enfants, c'est une Torah qui est complètement recroquevillée, en quoi je vais donner envie à mes enfants d'étudier? Il faut que la Torah, ce soit de la simra. Alors on pourrait se poser la question, mais d'être bien marrant, mais des enfants, il n'y en a pas que un. Et puis nous aussi, on a besoin de nous épanouir dans notre limoud. On ne peut pas être tout le temps... Alors je vais vous dire une confidence. Si on a été capable de s'occuper de nos enfants à plein, à part entière, quand ils étaient petits, plus grands, ils vont vous laisser tranquilles. Mais si malheureusement, quand ils étaient petits, on ne leur a pas donné ce qu'ils attendaient, même plus tard, tu ne seras pas tranquille. Donc finalement, c'est un investissement pour ton limoud personnel. Si tu as pris tes enfants avec toi, tu as grandi avec eux, certes, tu n'avais pas de temps, tu imaginais finir beaucoup plus de limoud, tu imaginais finir beaucoup plus de sfarim, tu imaginais faire beaucoup plus de choses avec ta femme et ton mari. Tu n'as pas pu faire tout ça. Mais tu les as fait grandir pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Tu leur as donné, et c'est tellement important cette chose, parce que si on n'a pas donné à cet enfant-là l'attention correcte, il trouvera un autre moyen de se faire entendre. Et pas des meilleurs. Il va se faire remarquer à l'Yeshiva, il va se faire remarquer dans les écoles, il va se faire remarquer. Pourquoi? Parce que comme tu n'as pas su créer ce contact positivement, c'est fou à dire, mais négativement, il va trouver un moyen de pouvoir rejoindre ses parents, même si des fois c'est à travers des punitions, c'est à travers des renvois. Enfin, on s'occupe de moi, mais je vais continuer. Donc finalement, tu as tout à gagner quand l'enfant il est jeune, de pouvoir l'aider à s'envoler correctement pour que plus tard il ne soit pas là finalement encore en train de se demander ce qu'il va faire. Et c'est vrai que le contact, il n'est pas toujours simple, et que des fois avec les enfants, c'est difficile de les faire exister parce qu'ils ont des demandes, et parce qu'ils... Mais si on a pris l'habitude à changer d'optique, à dire maintenant, eux, ils sont plus importants, et dès qu'on va sentir une approche, une envie de se confier, je vais être là à leur écoute, ça va leur donner envie. Même si je ne l'ai pas fait avant, c'est écrit, vous connaissez tous cette histoire, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Je crois que c'est le Rav Israël Salanter, qui une fois, il est passé dans une rue obscure, et il a vu un cordonnier en train de réparer des chaussures. C'est le Rav Israël Salanter, c'est ça? Et en tout cas, le message, il est très fort. Et il a dit au cordonnier, vous réparez les chaussures à cette heure-ci, la nuit était tombée. Et le cordonnier, il lui a dit, tant que la lumière, elle est allumée, hein, c'est le Rav Israël Salanter, on peut encore réparer. Et le Rav, il s'est retourné vers ses élèves, il a dit, vous voyez, ça c'est un message. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la vie, tant que la lumière elle est allumée, on peut réparer. Il n'y a pas d'âge pour réinstaurer des relations. Il n'y a pas d'âge pour se rapprocher de ses enfants. Mais attention, si par exemple même une fille, elle vient chez sa maman et dit « Maman, écoute, j'ai besoin de te raconter. » Pas maintenant, chérie, je suis occupée. Après, bon, maintenant je me repose. Écoute, demain on aura plus le temps. Qu'est-ce qu'elle s'habitue à voir, l'enfant, finalement? Ben, que ses parents, ils n'ont pas le temps. On raconte qu'une fois, c'est le Rav Abrahamov qui raconte ça. Il y avait un grand businessman il n'avait pas le temps de s'occuper de ses enfants. Un jour, il reçoit un appel sur son portable, il décroche, il dit « Allô ?» Il dit « Oui ». Qui est à l'appareil? Il dit « Papa, c'est ton fils. Comme je te vois à chaque fois parler au téléphone et que tu me dis que tu n'as jamais le temps de me parler, mais que je vois que tu es capable de prendre le téléphone et d'avoir le temps pour le téléphone, je me suis dit que peut-être que par le téléphone, tu auras plus de temps de me parler. » Une vraie histoire qui s'est passée. Une vraie histoire. C'est-à-dire que les enfants, Rabotaï, ils cherchent cette confiance, mais c'est vrai qu'au début, si on n'a pas instauré cette confiance, on va avoir du mal, mais il faut, et c'est là où je vais arriver à l'histoire du livre que j'ai écrit au Hachem il n'y a pas longtemps, il faut attraper les occasions. Et je dis toujours que la meilleure occasion, d'ailleurs j'ai écouté le Rav Zilberstein qui dit ça à propos, il a écrit un livre sur le Shabbat, il dit que le Shabbat, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas en profiter. Parce que le Shabbat, c'est le seul moment où on est coupé de l'extérieur, où on se retrouve autour d'une table. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à dormir, le matin, tu te lèves tôt parce qu'il y a le chiour. Le Shabbat, il dit, c'est la meilleure occasion à ne pas louper. C'est le moment où on doit se retrouver, où chacun, il doit partager quelque chose avec les autres. D'ailleurs, il donnait un astuce, le Rav Zilberstein, il dit qu'on doit s'habituer, quand on est assis à table, tous autour, chacun, on fait un jeu, c'est un jeu qui est très sympathique, moi je l'ai déjà fait, et ça porte ses fruits. Apprendre à dire quelque chose de positif sur l'autre. Le premier, il prend la parole. Et bien, qu'est-ce que tu as à dire de positif sur ton frère? Qu'est-ce que tu as à dire de positif sur ta sœur? Qu'est-ce que tu as à dire? Et on s'habitue à créer un contact. Et ce livre que j'ai écrit ici,
Je vais vous dire d'où est-ce que c'est arrivé, l'idée est arrivée. C'est qu'à la base, Madame Yishuron Aléa Shalom, elle m'avait dit à l'époque, quand elle travaillait encore à l'école du Kollel, elle m'a dit, écoutez, alors je crois qu'il y a un problème, les enfants, ils ne connaissent pas les points essentiels de la paracha. Quand on essaye de les interroger sur les points essentiels, alors je ne dis pas Bereshit, là encore, ça va, mais quand on passe par Shemot, Vaikra, Bamidbar, plus les parachutes deviennent difficiles, plus les enfants, ils n'ont pas les points essentiels. Et donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a créé un livre qui des fois paraît simple parce que les premières parachutes, on les connaît, mais qui traite des points essentiels de la paracha. En quoi est-ce que ce livre, il rejoint le cours que je viens de faire maintenant? C'est qu'en fait, le Shabbat, très souvent, on va chercher les grandes givrei Torah, les grandes sirotes, et les enfants, où est-ce qu'ils sont? Sous la table, ils sont en dessous de la table, sur le canapé en train de s'endormir. On n'a pas créé le contact dont j'ai parlé dans ce shiur. Alors que si on prend ces questions-là, ou si on prend les points essentiels de la paracha, alors ça va commencer par des choses très, très faciles, puis après il va rajouter quelque chose d'autre. Le papa, il va rajouter encore un chidouche. Et petit à petit, on va créer cette osmose qui va faire que le Shabbat, ce sera plus tchouka, dafina et tiramisu, ce sera Torah, Kesher, et en même temps, on aura pu rapprocher nos enfants finalement de ce qu'on ne peut pas faire toute la semaine. Et donc on commence par des choses qui sont très simples, et puis chacun il apporte ce qu'il veut apporter, et puis finalement on crée une ambiance où chacun à son niveau, She'el Avicha, Veyagedecha, Zekenecha, Veyamroulach, interroge ton père, il va t'apprendre, tes enfants eux aussi ils vont t'apprendre, et finalement on a créé cette ambiance qu'on a besoin de créer, et Yehi Ratzon qu'on ait le mérite de pouvoir réussir, Bezrat Hashem, à ce niveau-là. Bezrat Hashem.